Et donc alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est les tests unitaires. Donc on va voir les tests unitaires, donc on va voir les différents types de tests, donc les quelques classes qui sont utilisées dans un des frameworks de tests, les annotations et des exemples d'utilisation. Donc pourquoi les tests unitaires? Donc il vous est déjà arrivé d'avoir un bug dans un programme et de ne pas donc savoir d'où il venait. Donc, ça va vous arriver donc, pas mal de fois. Et donc alors les tests ils sont faits pour là, donc pour cela, donc alors ils vont vous aider à définir où est le problème. Donc, certes, on peut utiliser le debugger pour ça. Euh, et quand vous avez une grande application avec pas mal de fonctionnalités et donc c'est toujours pas évident. Et donc alors donc programmer des tests qui peuvent être exécutés automatiquement, ce serait une bonne idée. Et donc alors sachez que des aides comme donc Visual Studio ou bien Eclipse, et grâce à des plugins, donc ils vont de temps en temps lancer une batterie, ce qu'on appelle une batterie de test. Ils peuvent lancer ces batteries de test de temps en temps automatiquement sans aucune intervention de votre part. Et donc alors, vous codez, vous implémentez des tests, vous codez, et votre IDE, de temps en temps, il lance ces tests, et donc alors, il vous informe quand un des tests échoue. Ça veut dire que vous avez cassé quelque part quelque chose ailleurs, pendant que vous codiez. Donc ici, je pris trois exemples de tests. Donc les tests d'intégration. Le programme créé s'intègre-t-il bien dans son environnement d'exécution? Ça, c'est la question donc, sur laquelle on répond avec ces tests d'intégration. Donc les tests d'acceptation. Donc l'utilisateur final accepte-t-il le logiciel? Donc ce sont plutôt des tests fonctionnels ou bien des tests end-to-end, souvent E2E, donc end-to-end. Donc c'est l'exécution des use cases que vous avez déjà vu en fait. Ensuite, les tests unitaires. Et les tests unitaires permettent de tester le bon fonctionnement d'une partie précise d'un programme, de s'assurer que le comportement d'une application est correct. Et donc alors, nous, on va utiliser JUnit comme framework. Donc, pourquoi? Parce que voilà, donc c'est un open source qui fonctionne, qui marche bien, et on change jamais la formule gagnante. Donc on va utiliser JUnit. Et donc c'est un open source donc pour le développement donc, et l'exécution de tests unitaires manuels et automatiques pour Java. Et donc alors, ici, donc j'ai bien dit donc les tests manuels et automatiques. Et donc alors nous avons deux types pour effectuer des tests. Vous avez des tests manuels et des tests automatiques. Donc les tests manuels, donc c'est de lancer. Qu'est-ce qu'un test manuel? Donc c'est de lancer le test manuellement sans aucun soutien de l'outil. Dans ce cas, le test ne sera pas fiable et beaucoup de temps sera perdu. On utilise plutôt les tests automatisés. Donc c'est un test. Donc c'est l'exécution des cas de test par le soutien de l'outil. Dans ce cas, le test est rapide et plus fiable. Donc pour programmer des tests, on utilise ce qu'on appelle des annotations. Et voici donc les annotations les plus utilisées dans le cadre des JUnits. Vous avez l'annotation before class. En fait, les annotations, vous allez les voir hein, donc dans Spring. C'est une sorte de décorateur qu'on utilise juste avant la déclaration d'une classe, avant la déclaration d'une méthode. Euh, mais je pense qu'elles utilisent ceux qui ont vu le design pattern decorator. Et donc alors, before class. C'est une annotation qu'on va mettre donc arrobase before class, on va la mettre juste avant la déclaration de la classe. Donc cette annotation donc précise
que la méthode sera invoquée qu'une seule fois avant de commencer tous les tests. Pardon. Cette annotation, on va la mettre juste avant la déclaration d'une méthode. Commencer tous les tests. Et quand on veut qu'une méthode, par exemple, se lance avant de commencer tous les tests. Faire un nettoyage, par exemple, réciter une base de données. Et donc alors, vous avez la notation, donc @before, donc précise que la méthode sera appelée avant chaque test. After class précise que la méthode sera invoquée qu'une seule fois après avoir terminé tous les tests. Et after précise que la méthode sera appelée après chaque essai. Et test spécifie que cette méthode est la méthode d'essai, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des méthodes qu'on peut ignorer ou bien exclure de la batterie de tests en enlevant simplement @test. Et pour la prendre en compte, donc il faut donc là où on met override, ben, on va mettre en fait donc @test. Et on peut spécifier voilà un paramètre à cette annotation. Cela c'est pour préciser que la méthode ne sera pas acceptée si l'exécution prend plus de 1000 millisecondes. Et donc vous avez une classe qui s'appelle assert. Donc cette classe fournit un ensemble de méthodes d'insertion utiles pour l'écriture de tests. Comme vous allez le voir, vous avez assert nul par exemple. C'est une méthode qui va recevoir en paramètre un objet et il va simplement vérifier que l'objet est nul. Et donc alors, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Eh bien un booléen pour nous dire si l'objet est nul ou pas. Donc assert equals et vérifie que deux primitives, donc deux objets sont égaux. Assert true, donc vérifie qu'une condition est vraie. Assert false vérifie qu'une condition est fausse. Assert not nul vérifie que l'objet n'est pas nul. Et assert same, cette méthode vérifie si deux références d'objets pointent sur le même objet. Et assert not same vérifie que ces deux références d'objets ne pointent pas sur le même objet. Et la liste est non exhaustive ici, parce que vous avez pas mal de méthodes comme ça. Ok, on va mettre tout ça en pratique. Et vous allez, avec moi, créer un projet. Donc, vous allez lui donner le nom. Hop. Workspace. Java Project? On n'a pas Java Project. Java, j'ai de The Workspace. Tu veux dire? Ah oui, pardon. C'est un Java Project. Excuse-moi, ouais. You're right. Oui, excusez-moi. Effectivement, c'est Java Project. Ok, on va le mettre dans le workspace alors. Donc, next. Finish. Excellent TD7. Donc, le nom du TP, le nom du module. Non mais je parle dans la location, si on met workspace, il va le mettre dans truc ou il va le mettre dans un dossier qu'il met. Ah oui, non, il va créer un dossier automatiquement. Ça, il va écrire tout ça. Il va créer tout seul, ouais. Ok, et donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer simplement une classe qu'on va nommer client dans un package comme .wittic.domain. Hop, new package comme wittic.domain. Et je crée ma classe hop, tech client. Maintenant, vous savez comment faire. On va ajouter trois paramètres, donc trois attributs, pardon. Donc first name, last name, email. Private first name,
string last name email. On va générer les accesseurs. Getters and setters. Je les coche toutes generate. Un constructeur avec et son paramètre. Ensuite, on va ajouter deux méthodes. Bon, ça c'est... On va ajouter deux méthodes. Donc la première, il va ajouter un client dans une liste qu'on va passer en paramètre cette fois-ci. Donc la première méthode, on va l'appeler add client to list. Donc au public statique booléen. Add client to list. Et là, on va passer deux paramètres. Une liste typée client, donc client avec S. Ensuite, client. L'objet client à ajouter dans la liste. CTRL SHIFT O pour mettre à jour mes imports. Et alors, donc je vais faire un petit test. If donc client point add donc client, alors return true, else return false. Point virgule. On peut faire directement en retour de client.add client. De quoi? On peut faire directement en retour de client.add client. Vous voyez, donc ça par exemple, c'est une redondance effectivement d'écriture ici. Vous disiez Daredevil ici, la méthode add va nous retourner quoi? Un booléen. On peut, hop, si bien sûr on n'a rien à traiter ici, je veux dire à part le fait de retourner un booléen, vu que la méthode add retourne un booléen et la méthode add client to list retourne un booléen et qu'on n'a pas besoin de plus de flexibilité pour gérer les types de retour, on peut virer tout ça. Et on peut faire comme ça. Mais nous, on va laisser la version que j'ai tapée. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous demander après d'utiliser, de lancer ce qu'on appelle le code coverage. Et pour ça, j'ai besoin des branchements, en fait. Ça va? Pour vous montrer, pour illustrer un petit peu cet aspect de code coverage. C'est pour ça que je vais laisser cette version. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous montrer un truc. À vous laisser le if et le else. Voilà. De quoi? Ici, ouais. Même le if ici, il est inutile dans notre cas. Je sais, mais j'ai fait ça exprès parce que vous allez voir après.
On va lancer un petit truc marrant après. Donc alors, ensuite, une autre méthode, donc nombre client, donc public, statique, int, nb client. Liste, client, client. Et pourquoi on passe la liste ici? C'est simplement parce que parfois, pour ajouter un objet dans une liste d'objets, ben, on n'a toujours pas la liste d'objets dans la classe en question. Ici, on n'a pas la classe liste dans la classe client. Et parce que ça, c'est la classe client. Et donc, alors, on ne va pas mettre liste client dans la classe client. Ça n'a pas de sens. Et donc, return list size, ouais, effectivement. Return client, point, size, point, virgule. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer une classe de test. Eh bien, que pour générer une classe de test, vous faites un simple clic sur la classe que vous voulez tester. L'idée, c'est quoi en fait? Donc, c'est euh, de ne pas mélanger le code de l'application et le code de test. Il faut qu'ils soient séparés en fait. Donc, alors, on fait un clic droit sur la classe qu'on veut tester. New. Test case ici. Je vais cliquer sur Other juste pour vous montrer une petite nuance. Donc ici, je vais taper test. Vous avez test case et test suite. Vous sélectionnez JUnit test case. Next. Attention, attention. Ici, vous devez choisir New JUnit 4 tests. Ça va? Pas New JUnit Jupyter test. Ça va? Ça va? Ça, c'est la première chose. Vous choisissez cette version du framework. Dans le package, vous allez remplacer domaine par test. Et lui, automatiquement, il a suffixé le nom de la classe avec le mot test. Ça va? On va rien changer ici. On clique sur Next. Là, il vous propose la liste des méthodes que vous voulez tester. Il va même aller plus loin. Il va vous proposer la possibilité de tester les méthodes de la classe parente, qui est Object ici. Donc, ce qu'on aimerait tester, nous, c'est deux méthodes. Add client to list et nombre client. Je clique sur Finish. Qu'est-ce qu'il me dit? Une autre en double path. Voilà, donc il me dit que, écoute, donc ton framework JUnit en fait n'existe pas dans le class path, donc le build path. Est-ce que je l'ajoute? Oui. Donc il va ajouter en fait donc les librairies nécessaires pour le test. Et voici à quoi ça ressemble une classe de test. D'accord. Et donc alors, vous voyez à quoi ça ressemble une classe de test ici? Eh bien, ce que vous avez là, ça c'est la méthode à tester. On importe les namespaces ou bien les donc, packages nécessaires.
Ensuite, on décore les méthodes qu'on veut tester avec @test et on ajoute l'appel de cette méthode fail. Parce que quand on génère des méthodes de test, par défaut, on considère que les méthodes ne sont pas encore implémentées. Parce que sachez, quand on programme, il y a plusieurs approches, plusieurs grandes écoles. Donc il y a l'école, moi, je suis de la première école, c'est le code first. Qu'est-ce que je fais? Je code, et alors, à partir de mon code, je génère la base de données et j'implémente les tests. Il y en a qu'ils partent en fait d'une base de données. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire la conception de leur base de données en partant d'un diagramme de classe, use case, et puis alors ils élaborent les classes, les tables de la base de données, et à partir des tables, ils vont générer le code. Ils vont générer le code source. Et la troisième approche, c'est quoi? Donc, ce sont les tests euh, data driven, donc ça ne fait pas DDD, ça fait. Ça colle pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils partent. Il y a tout un bouquin, hein, il est très intéressant si vous voulez. C'est un livre en fait, c'est une sorte de dialogue entre deux développeurs. C'est très bien fait. Ils expliquent en fait, avec leur échange, comment on peut programmer avec le test first. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer par l'implémentation des méthodes des tests. Et ils vont faire échouer tous les tests. Ils vont déclencher des exceptions. Ça, c'est juste en fait pour afficher. Je vais vous montrer tout à l'heure une view qui va vous montrer une sorte d'indicateur rouge-vert. Ils vont faire échouer tous les tests. Et qu'est-ce qu'ils font? On va partir de là pour commencer à implémenter les méthodes l'une après l'autre. Donc alors, test. Ah oui, donc les méthodes elles sont préfixées par le mot-clé test ici. Ça va? Et donc ici, on va faire échouer tous les tests et on va commencer à les implémenter l'une après l'autre. Et donc alors, bah voilà, ici, on va afficher une view que vous n'avez pas ici. Vous allez sur Windows, Show View, Other. Et vous cliquez sur JUnit. Vous tapez JUnit. Open. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer les tests. Eh bien, comme vous le faites, comme vous le faites d'habitude, on va faire un clic droit sur notre projet Run. Cette fois-ci, JUnit Test. Voilà, vous avez vu comment lancer les tests? Je lance les tests. Et je vois que mes tests échouent. Ça va? Maintenant, je vais commencer l'implémentation de mes tests. Eh bien, les tests, ça revient à vous, à choisir les types de tests. Sachez qu'une méthode donc, peut avoir 5, 10, une dizaine de méthodes. Une seule méthode, en fait, peut avoir plusieurs méthodes de tests. Parce que si vous passez par exemple un entier, peut-être vous avez besoin de tester des valeurs extrêmes. Donc, la première méthode va vérifier que le paramètre passé est un entier. La deuxième méthode va vérifier si la méthode se comporte correctement quand on passe un négatif. Vous cherchez les extrêmes, les valeurs extrêmes. Vous testez 0, négatif, positif, chaîne de caractères, nul. Et donc alors vous utilisez plusieurs méthodes pour tester une seule. D'accord? Donc ici on va tester en fait donc
notre méthode. Donc pour cela, on va ajouter une liste ici, dans notre classe de test, une liste de clients. Donc liste, client, client est égal à new array list. Donc j'efface cette instruction à la ligne des set, donc fail not yet implemented. Oui, donc j'ai voulu vous montrer un truc. Ici on a fait échouer donc les deux méthodes. Vous voyez ici, c'est affiché en rouge. Et je peux passer d'une méthode à l'autre. Et pour donc voir l'origine qui a échoué mon test, je sélectionne la méthode ici. Et là, tout en bas, j'ai le stack trace. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche la raison. Voilà. La cause, pardon. Donc, not yet implemented, c'est ce que vous avez là. Si vous changez, donc le message ici, bien c'est ce que vous allez voir ici. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer cette ligne. Et donc alors, la première méthode, c'est quoi? C'est test add client to list. Donc client, je vais créer un objet client. Je ne vais pas faire les sets, je vais les passer simplement ici, à l'intérieur. Donc, je crée mon objet client. Et je vais, donc ma méthode me retourne à un true. Donc je vais voir est-ce que la réponse est true ou pas. Donc je vais appeler la méthode assert. Assert true, point virgule. Assert true. Donc client, point, add client to list. Là, je vais passer la liste et je vais passer le client. Je peux faire plusieurs asserts en fait dans la même méthode. Je vais, normalement, la taille de ma liste doit augmenter de 1. Et donc alors, voilà, ce sont deux tests qui traitent la même problématique, qui traitent le même point. Et donc alors, assert equals. Regardez, quand je tape assert ici, ça c'est le framework JUnit. Il vous propose toute une liste de méthodes. Vous voyez là? Ouais. D'accord? Donc assert equals.
Et donc là, je vais passer deux paramètres. Un, vous avez en fait le expected et actuel. Expected, donc attendu, la valeur qu'on nous on connaît déjà, que logiquement doit être, et actuel, bah, en anglais c'est la valeur effective. Quoi. Donc expected c'est 1, et actuel c'est donc client, point, nombre client, point. On doit les mettre dans la fonction aussi. C'est quoi? Bah, ça teste la deuxième fonction. Bah, en fait ici on peut On peut le mettre dans appeler, donc on peut appeler, parce qu'en fait donc ici, non, ouais, donc j'ai pas, j'ai pas le même exemple que sur les supports. Cette méthode s'appelle donc nombre client not nul test. Ouais, j'ai pas le même exemple. Oui, effectivement. Effectivement, on va changer l'intitulé de cette méthode. Donc lui, il vous génère les squelettes des méthodes existantes, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ici, vous pouvez créer vos propres méthodes. Vous pouvez créer vos propres méthodes. Effectivement, ce qu'on va faire, on va laisser ce test au niveau de la deuxième méthode. Donc, je vais devoir changer un peu l'exemple dans le support. assert contenu, pardon. De quoi? Assert contenu, client. Ici, ouais. Je vais adapter le support par rapport à l'exemple qu'on a ici. Donc, assert note nul et je vais passer l'objet client. Mais ça, je vais alors effectuer le test juste avant de l'ajouter. Au niveau de la deuxième méthode, donc je vais tester ici, donc assert equals nombre client.size. Le nom client, client, Ah oui, ouais. Donc alors du coup, c'est ce qu'on a cherché. en fait la liste de clients, bien ce qu'on peut faire ici, c'est On peut mettre une liste de clients en liste active dans le contexte. C'est une traduire un spécifique pour chacune. ouais. Test nombre client. Le problème, c'est que cette méthode, en fait, dépend en quelque sorte de l'exécution ou pas de celle-là. En fait, il faut ajouter le client et après, qu'est-ce qui se passe? Exactement, ouais. Vous voyez, en fait, les méthodes des tests, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. L'objectif, en fait, c'est de challenger la méthode que vous voulez tester. Et donc, alors, vous pouvez dupliquer du code. Ça, c'est pas un code, en fait, donc à déployer. C'est pas un code à exécuter. Dans une méthode, vous faites la mise en place, en fait, pour que votre test soit cohérent et logique. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un client, et donc alors, pour nous, logiquement, la taille. Ouais, il faut l'ajouter dans la liste. Et là, on doit appeler cette méthode client, add client. On peut garder ce test. Si maintenant je réexécute mes tests, bien mes tests ont passé. Et donc alors il va vous afficher ça en vert. Pas d'erreur, donc pas de failure trace.
Ouais.